Alors, est-ce que ça marche? Bonsoir à toutes et à tous. Je vais peut-être essayer d'utiliser le laser. Ouais. Je pense que tout le monde peut voir. Très bien. Alors, merci Stéphane, merci de l'invitation. Donc, je remplace au pied levé M. Ornstein, mon collègue qui a préparé cette présentation. Donc, s'il y a des petites incertitudes, je m'en excuse d'avance. Donc, voilà, le sujet de cette présentation tourne autour de la nappe phréatique du Rhône et puis toute la problématique d'irrigation sur la plaine. On essaiera d'aborder toutes les problématiques d'usage et de conciliation des différents usagers par rapport à l'eau souterraine. Donc, le sujet, c'est l'eau et l'agriculture. Donc, le constat global est qu'au cours des 100 dernières années, l'utilisation mondiale de l'eau a été multipliée par 6. Elle continue d'augmenter rapidement d'environ 1% par an en raison de la croissance démographique, du développement économique et de l'évolution de la consommation. Ici, vous avez une fresque, j'imagine, des pyramides du temps des Égyptiens qui montre un paysan, je pense, en train d'irriguer son champ. Et puis ici, une photo d'une vue aérienne d'une série de galeries drainantes en Iran. Série drainante d'eau souterraine, très certainement. Donc à l'échelle mondiale, le secteur de l'agriculture est le secteur prédominant en matière d'utilisation de l'eau. Pour l'année 2010, les prélèvements destinés à l'agriculture étaient estimés à 2800 km3 par an environ, contre 2300 km3 par an en 1990, soit une augmentation de 20%. Maintenant, la relation entre agriculture et irrigation, on voit que l'expansion et l'intensification de la production agricole sur les terres irriguées sont le principal moteur de la demande en eau destinée à l'agriculture, mais aussi que l'irrigation des terres irriguées représente près de 69% des prélèvements d'eau dans le monde. Donc, les possibilités de l'adaptation de l'agriculture pluviale sont principalement déterminées par les capacités des cultures à faire face aux variations de température et à gérer les déficits d'eau du sous-sol, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte du changement climatique. Mais aussi que l'irrigation offre en fait un mécanisme d'adaptation clé pour les terres qui ne dépendaient pas auparavant des précipitations, par exemple les cultures pluviales. Donc voilà, le principe d'irrigation, on peut le séparer en 3 grands domaines. L'irrigation traditionnelle, aussi l'irrigation par aspersion, donc mécanique, mais aussi l'irrigation, la micro-irrigation, par exemple, par goutte à goutte. Donc si vous avez une carte qui vous représente la répartition mondiale des surfaces irriguées, donc on voit qu'il y a une grande utilisation en Amérique du Nord et du Sud, un petit peu moins en Europe, pas mal en Asie, quasiment rien en Afrique. Donc on voit que maintenant, si on aborde le sujet entre eau souterraine et irrigation, on voit que le rôle des eaux souterraines dans l'agriculture et le développement rural est souvent sous-évalué. La compétition économique pour les eaux souterraines de haute qualité, donc hydrochimique par exemple, avec d'autres secteurs économiques, notamment l'adduction en eau potable et les industries, peut avoir des répercussions sur les zones rurales adjacentes. Donc la concurrence avec ces autres secteurs ralentit l'augmentation des allocations d'eau douce au secteur agricole. Donc cette fois, c'est la même carte, mais cette fois, sur les surfaces irriguées, on se concentre sur la fraction venant des eaux souterraines. Donc on voit que finalement, on n'a vraiment qu'une faible fraction qui viendrait des eaux souterraines en termes d'irrigation. Il y avait un quatrième aussi aspect de l'irrigation. On peut aussi utiliser l'irrigation pas seulement pour répondre aux besoins hydriques des végétaux, mais aussi pour lutter contre le gel. Donc, juste pour vous rappeler ou rappeler aux personnes qui ne connaissent pas encore bien le Valais, qu'il y a eu un événement déjà en 1974, mais aussi récemment en avril 2017 au Valais, un événement de gel précoce qui a quand même fait un sérieux impact sur l'économie de ce milieu. On a eu des températures pendant 3 nuits jusqu'à moins 12 degrés au printemps. Et puis, ça a eu donc des conséquences considérables sur les récoltes de fruits et puis les vignes aussi. Donc voilà quelques chiffres sur les pertes comparées en 1974 et 2017, donc c'est tout à fait comparable. Donc pour lutter contre ces événements d'épisodes de gel, donc il y a plusieurs solutions qui ont été mises en place dans le Valais. Donc il y a la première solution, c'est par chauffage.
Donc on peut soit allumer des bougies des bougies de paraffine ou d'ester d'origine animale. On peut aussi allumer des brûleurs à gaz qu'on répartit dans les champs, mais aussi des pellets à bois. Deuxième type de méthode, c'est par brassage d'air. Donc on peut installer des éoliennes qui font en sorte que l'air soit constamment en mouvement, et ça évite la formation donc la transformation en glace de l'eau. Et puis, la troisième type de méthode qui est très répandue, c'est la méthode par aspersion. Une fois qu'on arrose les cultures d'eau qui est principalement d'origine souterraine, cette eau-là tourne autour de 13 degrés. Donc 13 degrés versus moins 12 de température ambiante, on a déjà quelque chose d'assez intéressant pour éviter donc le gel. Donc, comment on s'y prend? Donc, dans le cas précis du Valais, donc les paysans les agriculteurs se chargent de battre des puits ou de les forer. Pour vous donner un ordre d'idée, les débits d'exploitation se situent entre 10 et 15 litres par seconde par hectare, et puis les pompes tournent entre 5 et 12 heures par jour. Et puis un puits permet d'alimenter 4 à 5 hectares. Et puis, dans le cas précis de l'événement de 2017, cette situation, donc ces puits ont été actifs entre le 15 avril et le 15 mai. Maintenant, suite à cet épisode, il y a une initiative du service de l'agriculture et du service de l'environnement de l'État du Valais pour pouvoir comprendre l'impact et l'utilisation de l'eau souterraine dans le cadre de la lutte précoce contre le gel. Donc, ce projet a été réalisé par le SCA, le SEN, mais aussi par le CREALP. Puis l'objectif, c'était de rationaliser les nouveaux projets d'irrigation et de lutte contre le gel, mais aussi de mieux gérer la ressource en eau et de permettre d'évaluer les prélèvements de la nappe liés à son utilisation pour l'irrigation, mais aussi pour la lutte contre le gel. Donc voilà un des résultats cartographiques de cet inventaire qui a eu lieu entre avril et juillet 2018. Donc on a environ 1600 puits qui ont été répertoriés dans la plaine. Et puis voilà un petit zoom de la région de Martigny, le coude du Rhône. Donc on voit qu'une grande densité de puits agricoles. Puis voilà, ça c'est une carte qui vous donne la densité au kilomètre carré des puits le long de la plaine du Rhône. Ensuite, voilà deux photos qui illustrent comment concrètement ça se passe sur le terrain. Donc on a un puits qui est apparent, et puis les agriculteurs viennent brancher une pompe ou carrément un tracteur dessus pour irriguer. Donc les pompes sont rarement en place à Déternam. Donc voilà encore d'autres exemples. Donc, quel est l'impact sur la nappe phréatique? Donc là, ici, on a un modèle conceptuel donc une coupe verticale. On voit ici les arbres, les systèmes d'aspersion. Et puis, ici, une coupe du sous-sol. On voit la zone saturée délimitée avec la zone saturée. Donc, en gros, la nappe phréatique. Donc, on voit à chaque fois qu'il y a un puits, on voit un rabattement efficace de la nappe par pompage. Donc on voit que finalement un puits peut avoir un rayon d'action, un cône de rabattement relativement large. Si j'arrive bien à lire, je vois 15 mètres. Donc c'est quand même conséquent. Donc imaginez toute une série de puits les uns à côté des autres. Ces rayons d'action se combinent, on voit un grand dénoyage de zones. Donc l'impact n'est vraiment pas anodin. Ici, on a le résultat cartographique du réseau de surveillance de la nappe du Valais. Donc ici, on a une dizaine de points, une vingtaine de points le long de la plaine qui sont mesurés en continu, où le niveau de nappe est mesuré en continu. Et ici, vous avez 4 points qui sont illustrés, un à Martigny, l'autre à Châteauneuf, Comté, à Saxon et à Uvrier. Donc on voit que sur cette première période, qui va du 1er au 19 avril, avant que les pompes soient mises en marche, donc avant l'épisode de gel, on voit la situation, on va dire, normale. Donc il n'y a quasiment pas de pompage. Et puis à partir du 20 avril, on commence à pomper, donc on voit un rabattement qui est relativement conséquent. Donc on a, j'ai regardé tout à l'heure, on a à peu près entre 30 et 50 cm de rabattement. Donc cette distance-là correspond à peu près à 40 cm. Donc sur l'ensemble de la plaine du Rhône, on voit une réaction
au droit de piézomètre. Donc juste pour rappeler, les piézomètres ne sont pas forcément là où sont les pompes, mais sont à proximité de champs qui sont justement concernés par la lutte contre le gel. Toujours dans le cadre de ces mêmes études, on a comparé, si vous voulez, la hauteur de nappe moyennée sur une quarantaine d'années. Le but étant de comprendre l'impact du rabattement de la nappe dû au pompage. Donc ici, vous avez une carte qui vous représente la différence entre, si vous voulez, une référence qui est basée sur 40 ans pour tous les mois d'avril des 40 dernières années, enfin 40 dernières années avant 2017, comparée avec la situation du mois d'avril. Donc on voit que comparé à la moyenne, on a un petit peu plus, la nappe est un peu plus haute ici et un peu plus basse là, mais c'est vraiment des valeurs qui ne sont pas très loin de zéro, donc rien d'exceptionnel. À l'inverse, cette fois en période de pompage, on voit les effets du pompage. Donc là, c'est vraiment évident, on voit qu'il y a certains secteurs qui ont vraiment un fort déficit, on voit un vrai dénoyage, on voit que la nappe fait véritablement un creux. Ici, ici et ici. Sur les autres versants, on voit qu'il y a toujours un apport, donc c'est intéressant aussi de voir que l'hydrogéologie continue quand même à tourner et à apporter de l'eau au système, mais on peut considérer que ceux-ci sont des anomalies dues au pompage. C'est particulièrement vrai que cette partie-là du Rhône, sur la rive gauche, on observe un dénoyage important, alors que sur la rive droite, il n'y en a pas. Et c'est cohérent avec les types de cultures, et on sait qu'on a peu de puits de pompage de ce côté-là, alors qu'ici qu'on a. Donc voilà, l'observation de la nappe arrive même à délimiter les zones où on pompe. Et puis maintenant, là, c'est une carte deux cartes, les cartes que je vous ai montrées avant, compilées sur un graphique où on voit qu'en situation normale, sur la période de pompage, avant la période de pompage en bleu, on a des petits déficits par rapport à la moyenne, mais en période de pompage, on a vraiment un effet extrêmement marqué. On peut même aller jusqu'à 1,2 mètre de différence. Donc c'est vraiment un effet de dépompage qui est réparti sur toute la largeur de la plaine du Rhône. Donc c'est vraiment pas un petit événement local. Ici, bon, voilà, c'est ce que je disais avant, on a ici représenté le nombre de puits d'alimentation en eau pour l'aspersion sur la rive droite, donc de ce côté-là, et en bas sur la rive gauche. Donc on voit ici le nombre par section. Donc on voit effectivement, là on a un fort abattement, effectivement on a beaucoup de puits potentiellement en action. Donc on voit que c'est parfaitement corrélé. Donc voilà, quel est l'impact global de la lutte contre le gel sur la nappe phréatique? Donc à deux niveaux, à l'échelle journalière. Si on considère qu'on asperge pendant 10 heures sur 1350 hectares, qui est la surface qui est intéressée par la lutte contre le gel, le volume prélevé par la lutte contre le gel s'élèverait à 540 000 m3. C'est plus que les 20 fois les prélèvements journaliers moyens, donc en période normale, opérés dans la nappe phréatique pour les besoins en eau potable et les besoins en eau pour l'industrie, qui s'élèvent normalement à 25 000 m3. Maintenant, à l'échelle annuelle, 5 à 10 jours consécutifs à raison de 10 heures de pompage journalier pour l'événement exceptionnel qu'on a eu en 2017 et en 1974, on prélève en 2,7 et 5,4 millions de mètres cubes, soit environ 25 à 50% des prélèvements annuels opérés par l'industrie et l'eau potable. Donc voilà, un volume de 9,12 fois 10 puissance 10 millions de mètres cubes. Donc ça représente 3 à 6 fois les prélèvements de l'irrigation, donc 830 500 mètres cubes. Donc l'impact global de la lutte contre le gel sur la nappe phréatique, donc sur les ressources en eau disponibles. Donc si on considère que la portion de la plaine du Rhône est comprise en Thiers et Martigny, le prélèvement opéré pour la lutte contre le gel de cet événement-là ne représenterait que 0,2 à 0,3% de la ressource totale. Donc c'est finalement pas grand-chose. Mais par rapport au volume extrait, ça représente quand même une partie non négligeable. Donc voilà, en conclusion de cet exposé, on voit qu'il faudrait une gestion raisonnée et raisonnable de la ressource en eau liée à la nappe phréatique de la plaine du Rhône.
qui devrait passer par la mise en place d'outils et d'actions qui doivent permettre de concilier les différents usages de l'eau et éviter de potentiels conflits d'utilisation. Et puis pour y parvenir, on pourrait mettre en place des mesures stratégiques, adapter le plan directeur de l'eau, développer une gestion intégrée qui intègre tous ces facteurs, mais aussi une meilleure définition des besoins pour un meilleur dimensionnement des installations de prélèvement. Et puis finalement, des mesures de surveillance, comme on l'a vu avant, des piézomètres, qui doivent permettre d'acquérir une meilleure maîtrise de la pression quantitative et ou qualitative exercée sur cette masse d'eau. Donc on parle des volumes extraits, rabattement de la nappe, foyer de pollution. Donc ça peut être à la fois des mesures piézométriques, mais aussi des mesures de débit au niveau de la pompe. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.